Madame, Messieurs, merci d'être avec nous pour ce tout nouveau numéro de votre émission « Un homme, un concept ». Le 17 juin prochain, le monde audiovisuel va basculer de l'analogique au numérique, au-delà des analyses, teinter un peu des passions. On va essayer d'aller au-delà et essayer d'analyser cette migration. Nous allons donc au cours de cette émission parler des conséquences ou des incidences de cette migration dans l'espace audiovisuel ici en République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous avons sur ce plateau quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, ceux qui évoluent dans l'espace audiovisuel congolais vont le reconnaître. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur Jean-Pierre Eyalé. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Madame Elise. Alors, vous êtes journaliste, producteur publicitaire, ancien journaliste d'Elima et producteur et manager des artistes, fondateur de l'agence Temps Réel, Temps Libre, propriétaire de E-Radio, donc E comme Eyalé, au Équateur, ça dépend, plusieurs fois conseiller de ministre de médias, mais actuellement haut conseiller et membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Madame, Messieurs, nous passons en revue cette migration vers la TNT avec notre invité de ce soir, mais avant, j'aimerais un peu ensemble qu'on passe d'abord en revue la situation de la presse en général ici en République démocratique du Congo. Comment la jugez-vous? Non, mais bon, il y a cette dynamique de la presse congolaise qui s'est saisie de manière directe de tous les dossiers de la République. Et présentement, la presse s'est saisie des dossiers des élections. Donc, tout se focalise sur le cycle électoral. Et puis, du coup, il y a eu cette communication du ministre qui a annoncé ce passage de cette migration en numérique qui maintenant est d'actualité. Mais les élections sont toujours là, c'est un sujet d'actualité. Et voilà. Être traité comme il le faut par les journalistes congolais, vous pensez qu'il y a à redire dans le traitement de l'info, surtout que vous êtes de ces sacs, dans la manière dont le journaliste congolais traite l'information, surtout électorale? Ouais, bon, le problème dans notre pays, c'est que la rumeur, les on-dit, prime sur la bonne information. Et nous, depuis qu'on est là, on joue notre rôle de gendarme, mais on suspend pas. On essaye chaque fois, s'il y a dérapage, de convoquer et de faire, d'organiser des séances pédagogiques pour mettre les gens un peu dans l'éthique et le faire revenir dans la déontologie. C'est difficile, mais on y va quand même et puis on y arrive. Dans l'espace médiatique actuel en République démocratique du Congo, il y a ce qu'on appelle maintenant ces agences. Jadis, on savait que les agences se limitaient peut-être à la publicité. Maintenant, on voit des agences versées à tout, au traitement, à l'information. Allons-nous vers une sorte de dérive dans l'exercice de ce métier où il n'y a pas de limite? Non, il y a eu un besoin. Ce que moi j'appelle le marché politique s'est agrandi. On a notre Assemblée nationale qui a plus de 500 députés, le Sénat 100 sénateurs. Tu as 50 membres au gouvernement, à la présidence une centaine de personnes. En fait, l'espace politique s'est agrandi et les gens ont eu besoin des agences de communication pour l'entretien de leur image, pour la rédaction de leur discours. Parfois, les gens se gênent de recruter des nègres, des gens qui écrivent pour eux. Or, nécessairement, quand on fait de la politique, on doit avoir un bureau, on doit avoir des rédacteurs, on doit avoir des conseillers, les gens qui vous conseillent, les gens qui écrivent pour vous, les gens qui font votre image. Donc tout ça fait que il y a eu les agences qui se sont créées. Mais ça a mis quand même la profession en danger. Ça met pas la profession en danger parce que si on prend de vrais professionnels, le travail il va se faire
correctement et un travail de qualité. Mais souvent les gens versent dans le tribalisme, ils prennent des gens de famille qui n'ont pas de formation ou qui connaissent pas le terrain. Mais pour ceux qui connaissent et qui choisissent le bon cheval, donc ils trouvent toujours des bonnes agences qui font de bonnes présentations, des événements. Si vous assistez depuis quelque temps, à chaque fois qu'il y a événement, vous voyez comment les documents sont présentés, comment la salle est décorée, c'est quand même un travail de qualité. Donc je parle dans les événements et dans les agences de communication et événementielles. Les journalistes traditionnels ne doivent pas se sentir menacés par cette nouvelle vague. Ils continuent à faire leur travail classique, c'est-à-dire ceux qui sont à la télévision, c'est les journalistes qui posent des questions, et puis voilà. Mais les autres organisent les sorties médiatiques des hommes politiques, les sorties politiques, les matinées politiques, et puis voilà, les conventions, le forum, et tout ça c'est organisé, et ça va se chercher dans les agences, pas seulement les agences de publicité, mais dans les agences de communication. Alors, au milieu de toute cette dynamique qu'on constate aujourd'hui au sein de l'espace médiatique, audiovisuel, surtout en République démocratique du Congo, il y a maintenant cette nouvelle, ça y est, on va migrer, on va aller de l'analogique au numérique, passage vers la TNT. On est beaucoup, je crois, la chaîne est quand même beaucoup revenue sur la TNT, mais j'aimerais que vous expliquiez quand même aux téléspectateurs c'est quoi la télévision numérique terrestre. C'est la télévision qui quitte l'analogique et qui devient numérique. Concrètement. Concrètement, c'est-à-dire le procédé de diffusion va changer. Mais la numérique est déjà ancrée dans nos habitudes, parce que quand vous avez votre portable et que vous avez les images, c'est déjà numérique. C'est déjà numérique. Mais nous, ce qui va se passer maintenant, c'est que on va quitter l'analogique, c'est-à-dire cette méthode où on prenait les images et qu'on devait nécessairement faire le montage et tout. Or, quand c'est numérisé, c'est la formule de récupération et des images et le traitement est tout à fait différente. Par exemple, vous regardez le match de foot. Quand on filme un match de foot, on marque un but à 17e minute et qu'on veut repasser l'image après lors des commentaires. En numérique, qu'est-ce qu'on fait? Le réalisateur, il appuie sur 17e minute et il récupère l'image automatiquement. Et ça, c'est la différence. C'est-à-dire le traitement de l'image, la diffusion de l'image devient différente. Comme vous pouvez avoir l'image de quelqu'un que vous regardez et vous pouvez la faire grossir, vous la faire réduire, jouer avec les images. Ça, c'est des formules que la numérisation va nous apporter. Ça apporte également, ça améliore la qualité. Les gens martèlent beaucoup plus sur ça. Il y aura plus de télévision. Ok, je veux le dire en lingala, loso, comme on le dit, peut-être en TNT. Oui, mais numérique aussi a quelques petits problèmes. Il arrive que l'image cale pendant 10 minutes. Pendant ce temps, on fait quoi quand ça cale? Mais vous attendez, ceux qui sont dans le bouquet, ils remarquent qu'à un moment, quand vous regardez les images, ça bloque. Et puis quand il y a la pluie, ça crée des problèmes. Donc, ça va amener aussi des contraintes, ça va amener aussi quelques gros soucis. Donc il faudrait déjà se préparer, faut pas se dire, faut pas que les gens se leurrent en disant oui, comme on passe la TNT, tout sera rose et qu'il y aura pas de soucis techniques. Mais non, je vais pas faire la propagande, mais ceux qui sont dans les bouquets ici, ils voient bien que lorsqu'il pleut dans la ville, tout s'arrête. Lorsqu'il pleut dans la ville, tout s'arrête. Mais je crois qu'on a avancé parce que bon, en dépit de tout ce qui s'est dit et tout, je crois que concomitamment, en ce qui nous concerne, les images en numérique et en analogique
vont continuer. Il faut dire que c'était vraiment la crainte des Quinois. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont essayé de spéculer sur ça en disant que le 17 juin, ce sera l'écran noir en République démocratique du Congo. Et de ce côté-là, le ministre a tenu quand même à fixer l'opinion. Je vis. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques soucis. L'arrêté n'était pas clair, hein. Il faut quand même le dire. Mais je vis quelques... Surtout en son article 3. Oui. Que sont récupérés, c'était pas à récupérer, mais c'est récupérer. C'est-à-dire que c'est comme si l'opération était déjà en cours. Ça a inquiété le patron de presse, mais j'ai suivi quelques prestations du ministre après, notamment à une émission, je crois, La Nouvelle Donne, et il a apporté quelques précisions où il a dit que il n'y aura pas d'écran noir, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a cette période de moratoire, histoire de permettre aux Congolais d'acquérir cette nouvelle technologie. Donc concomitamment, il y aura la diffusion. Mondialement, on y achève, ça va s'arrêter. Est-ce qu'il y a une deadline par rapport à ça quand même? Bon, faut voir mondialement, oui, on arrête, mais les pays africains quand même, on peut pas arrêter comme ça. Oui, faut pas qu'on se, disons on n'est pas prêt quand même. On n'a pas encore des décodeurs. Je vais pas accuser le gouvernement parce que bon, finalement, il n'y a pas eu bonne période de transition. Hein. On va les dire. Il faut pas qu'on se gêne parce que bon, dans tous les pays frontaliers, ça va faire 3 ou 5 ans qu'ils travaillaient déjà sur cette migration. Donc, que ce soit à Brazzaville, que ce soit en Angola, que ce soit au Burundi, que ce soit au Rwanda, ils s'étaient déjà préparés. Ils ont mis les émetteurs et ils ont mis dans les commerces le récepteur. Yeah. Donc, il y a des décodeurs qui sont dans le commerce. Or, chez nous, j'étais encore au ministère, j'étais conseiller, je me rappelle, il y a 3 ans, il y a même pas 3 ans, il y a déjà plus de 5-6 ans, on a installé des émetteurs TNT. Et il y a même des télévisions qui émettent déjà en numérique en RDC, notamment Digital, B1, Télé 50, Antenne, Télé 50, et ils émettent déjà en TNT. Mais tout ça, la population n'est pas au courant. Donc, parce qu'on n'en parle pas, il n'y a pas... Parce qu'ils n'ont pas le récepteur adéquat. Il faut soit avoir un décodeur TNT, soit une télévision avec une TNT intégrée, je ne sais pas. Ouais. Bon, il y a eu des projets où, à l'époque, on a parlé de l'achat de pratiquement 1 million de décodeurs qu'on devait mettre à la disposition de la population. Alors, à un moment, il s'est posé des questions. Est-ce qu'il faut distribuer gratuitement ou il faut vendre à un tarif dérisoire? Et puis, après, on n'en parle plus. Et puis on a vu arriver StarTime. Et puis, bon, voilà. Mais tout ça c'est bon, mais le pays n'a même pas encore de loi sur TNT. Est-ce qu'il faudrait une loi pour notre passage de l'analogique à numérique? Oui, parce que bon, TNT amène quand même beaucoup d'innovation et tout ça, donc il faut réglementer. Le seul arrêté du ministre ou les arrêtés interministériels ne suffisent pas? Non, ça ne suffit pas. On a mis des comités en place et ils travaillaient dessus, mais je sais qu'on avait signé déjà avec SADC pour entrer dans leur formule, je crois, d'Europe. Et puis après on n'en parle plus. Il y a 8 mois on a mis la coordination de pilotage. En 8 mois, je pense qu'ils sont encore en train de travailler et qu'ils n'ont peut-être pas tout mis en place, ils n'ont pas encore tout mis en route. Concrètement, combien de temps il nous reste pour essayer de combler ce retard accumulé, peut-être par rapport aux voisins, voici quelques années déjà? Moi, je pense que cela est dû. Il faut pas se leurrer. Il faut quand même parfois pas se voiler la face. Il faut dire la vérité. C'est à cause de nombreux changements quand même qu'il y a au gouvernement. Parce que bon. Depuis quelques années, déjà Congo-Brazzaville insistait pour qu'on leur rende leur fréquence. Donc il y a eu des réunions de comité mixte où
on a échangé sur le spectre de fréquences. Brazza nous réclamait, je crois, 13 fréquences qui étaient déjà utilisées ici. Mais non seulement qu'ils nous réclamaient, mais ils se préparaient déjà à la migration. Et nous, pendant que on tergiversait, ils ont suffisamment avancé. Mais aujourd'hui, la chance que l'État congolais va avoir avec cette migration, c'est que l'État va récupérer les fréquences. Parce que les émetteurs de TNT permettent de mettre entre 7 à 9 chaînes de télévision. Donc il y aura groupage de chaînes, ce qui va libérer beaucoup de fréquences, et ce qui va permettre à l'État d'avoir de fréquences de souveraineté, parce que bon, l'État a tout donné, je pense même qu'ils ont de fréquences de souveraineté, parce que s'il y a la guerre ou il y a un problème, l'État doit toujours avoir de fréquences de souveraineté. Mais ici, tout avait été distribué à qui mieux mieux. On voit même la police en train de manquer de fréquences parce qu'il est obligé d'intervenir au niveau de la RTNC3 institution. Il faudrait penser. Ce qui est grave, Madame Élisée, c'est que ici, les gens avaient, à l'époque déjà du parti État et à l'arrivée de l'AFDEL, les gens ont acheté des fréquences et ils en ont fait leur business. Donc ils avaient sous le manteau de fréquences qu'ils proposaient à des chaînes de télévision, alors que la fréquence est la propriété de l'État quand vous le prenez et que vous l'utilisez pas. Parce qu'il vous est assigné, il faut le remettre. Or, ici, donc là, l'État congolais a une belle opportunité d'avoir ces fréquences quand même des souverainetés et de veiller quand même à l'autre. Mais pas comme ils veulent le faire. Ils veulent vite le récupérer et faire les appels d'offres pour le commercialiser un peu au plus fort. Ça, c'est pas... Le problème de diffuseurs, il y a d'autres qui veulent être diffuseurs et éditeurs à la fois. Il faudrait établir les lois, une bonne réglementation quant à ça. Il faut une bonne réglementation et là, le comité de pilotage est en train de travailler dessus. Mais je vais dire, là, je suis pas le porte-parole du CESAC, mais de toute façon, on devait nous intéresser parce que bon, on parle trop de technique dans la migration, mais on parle pas contenu, on parle pas assez contenu. On parle de la révolution sociale avec la TNT, mais TNT, c'est plus que le contenu, et le contenu, c'est du domaine du CESAC. Donc vous n'avez pas été associé, mais il y a quand même de délégués du CESAC. On a les délégués du CESAC au comité de pilotage, mais bon. Beaucoup de choses qui se passent, lui aussi apprend par des signatures des arrêtés ou par des conférences, d'autres choses. Donc on est là, je vois, comme figurant, parce que bon, il nous amène pas beaucoup d'informations que ce que nous apprenons par des télévisions. Vous vous sentez quand même un peu dépouillé de vos prérogatives. Bon, pas prérogatives, on dira peut-être parce qu'ailleurs, normalement, quand il s'agit de ces genres de situations, c'est le CESAC, c'est l'autorité de régulation. On est institution, on va harmoniser. Je voulais dire réguler, mais on va harmoniser. Et puis bon, ben voilà, il va arriver un moment, on va se mettre à table et puis on va harmoniser. Alors, il y a eu par rapport à cette migration, la responsabilité peut-être de l'État, mais il y a quand même la responsabilité des chaînes audiovisuelles elles-mêmes, parce que apparemment elles ont montré qu'elles n'étaient pas prêtes, alors qu'elles étaient quand même au courant. Elles devaient faire une sorte de pressing comme même. Mais on peut pas critiquer le gouvernement à 100%, parce que bon, si le gouvernement a peut-être pris les choses en main, mais avec un peu de retard. Bon, je dis retard parce que bon, les mesures de transition n'ont pas été prises à temps, mais ils vont quand même donner un moratoire, c'est ce que le ministre a dit, et ça c'est une bonne chose, ça rassure la population. Mais toutes les télévisions étaient au courant il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans. Vous nous connaissez, on s'attend toujours à ce qu'on prolonge quand même. Mais ça, on est quand même habitué à des prolongations, à des glissements pour ne pas revenir sur les terres. C'est une maladie congolaise de tout faire en dernière minute. Et je pensais que c'était seulement la population, mais le gouvernement avec. Bon, mais on n'y peut rien, il faut faire avec.
La responsabilité des chaînes, donc ils devront que s'en prendre aussi à elles-mêmes, hein, les chaînes de télévision, qui pour certaines Ceux disent qui voulaient avoir l'information l'ont eu et ils se sont préparés en conséquence. Parce que je me rappelle, en 2008, j'étais au cabinet de ministre Bongeli, Monsieur Chabani est venu, ça nous avait même surpris. En 2008, il a écrit pour demander une licence pour basculer en TNT. Ben, comme j'ai eu la charge de tel dossier, on lui a donné la licence, mais on lui a dit, s'agissant de fréquences ou d'autres dispositions techniques, qu'il fallait aller voir le ministère de PTT. Et puis, non seulement le ministère de PTT donne des licences, mais les fréquences sont assignées par la RPTC. PTC. Donc c'est un peu compliqué. Donc il y a plusieurs, allez, on va dire. La procédure ou le processus était quand même assez complexe. Et long. Et là, de 2008 à aujourd'hui, ça fait quand même 7 ans que mais il faut dire qu'il y en a d'autres qui sont venus bien après lui, mais qui ont aujourd'hui quand même des fréquences au niveau de la TNT. Oui, mais parce que quand l'équipementier officiel du gouvernement téléconsulte, je crois qu'il en a placé 4, et il a mis 7 chaînes par fréquence. Donc, ce qui fait que il a expérimenté pour une période d'essai une dizaine de chaînes, notamment la RTNC, Antenne A, Télé 50, Digital, Tropicana et TVS 1. Je crois que c'est des chaînes qui avaient déjà depuis 2 ans, 3 ans, ils sont montés sur le satellite et ils émettent en hybride. On parle, est-ce que la problématique, la migration vers la TNT ne vient pas poser ce problème de viabilité de nos chaînes ici? Oui, bon, ben, il y a des chaînes qui vont disparaître d'elles-mêmes, hein, parce que bon, il y aura un problème de contenu et le public aura la possibilité de faire le choix, le véritable choix, parce que il va y avoir beaucoup de chaînes. Et les chaînes qui n'ont pas de bon contenu vont pratiquement disparaître parce que bon, ils n'ont pas de bonnes émissions, ils n'auront pas de publicité, donc ça va être difficile pour beaucoup de chaînes. Hein. La concurrence va être rude. Peut-être que c'est le temps d'imaginer à des regroupements, parce que c'est vrai qu'on nous reproche ici en RDC d'avoir plusieurs chaînes comme ça avec des contenus qui laissent à désirer. Peut-être que ça donne l'opportunité. Quand tu lis les sondages, ces chaînes que nous disons qui n'ont pas de contenu, c'est des chaînes sont les plus suivies, paradoxalement. Paradoxalement, c'est les chaînes les plus suivies. Donc les professionnels, les téléspectateurs qui ont connaissance et qui savent ce qu'ils recherchent disent que ces chaînes-là n'ont pas de contenu. Mais quand tu lis les sondages, c'est des chaînes qui sont en tête. Mais bon, voilà, comme il y aura la fibre optique et que bon, la Poste ne va peut-être pas avoir comme dans les autres pays du monde son bouquet. Donc ça va faire le bouquet de la Poste pourra être régionale, donc une couverture totale, une couverture nationale. Donc ils vont choisir les programmes, les contenus de qualité. Donc en ce moment-là, les autres vont disparaître d'eux-mêmes. Donc la concurrence, elle va être rude hein, avec la TNT. Mais on parle de la viabilité des chaînes de télévision. C'est vrai que d'autres vont disparaître. Mais avec elle, l'économie qui risque aussi d'être... on risque pas l'économie, notamment quand je parle de l'économie, la paye des impôts, des taxes que ces chaînes payaient. Ça ne soit pas de mettre à mal quand même la situation économique du pays si ces chaînes arrivaient à disparaître. Oui, bon, parce que c'est déjà des entreprises de presse qui ont déjà des agents. Quand je vois, par exemple, ici où je me trouve à Congo Web, vous êtes plus de 80, il y a 80 agents,
ça veut dire qu'il y a des pères et des familles, donc il faut compter 5 enfants par famille, donc ça va chercher dans près de 1000 personnes. Donc ça va être un problème, des entreprises qui vont disparaître. Mais bon, ils ont encore les temps, parce que bon, les temps moratoires, là où ils vont continuer à émettre concomitamment avec analogique et numérique, donc ils peuvent se préparer pour se rattraper. Donc, mais moi, depuis longtemps, par exemple, il y a des pays comme en Belgique, même en Allemagne, il y a des fréquences qui diffusent pour 3-4 chaînes de télévision, ou pour 5 ou 6 chaînes de radio. Donc, ils ne viennent qu'avec leurs programmes. Ils ont parfois des programmes de 4 heures ou de 5 heures. Ils arrêtent et les autres prennent le relais. Monsieur Yali, vous nous connaissez, on aime du 24 heures sur 24. Mais avec quel programme? Moi, je vois, il y a des chaînes où tu as de rediff d'une émission pendant 5-6 jours. Pour quel intérêt? Moi, il y a des émissions qui systématiquement sont rediffusées, alors que ça n'a pas d'impact. Mais bon, et puis, il y a la formule maintenant où on achète des espaces à travers des télévisions. Mais quand vous regardez le système de rediffusion dans les grandes chaînes de télévision, je me rappelle, j'ai assisté à l'époque à des séminaires en France, c'était pour le fuseau horaire. Et les émissions qui passaient de nuit, on demandait, quand c'était une émission de la grande audience, que ça soit diffusé le lendemain pour les gens qui regardent le matin. Donc, c'est un programme de fuseau horaire qui faisait que les émissions, les journaux télévisés qui passaient le soir, on les rediffusait, peut-être parce que dans telle planète, les gens viennent se réveiller, ou une histoire comme ça. Donc c'est comme ça qu'on a fait des programmes en continu. Mais ici, aujourd'hui, vous regardez, n'importe quelle émission est rediffusée le lendemain, et parfois 2 ou 3, 4 jours. Donc ça pose également ce problème d'harmonisation entre différentes quand même structures qui régulent les médias ici en République démocratique du Congo. On va très bientôt. Je vais te dire, ma collègue qui s'occupe du contrôle de médias, ça va faire de mois et des mois qu'elle réclame à des chaînes de télévision de donner des grilles de programmes. Il n'y en a pas. Il y a on a reçu peut-être 7 ou 8 chaînes qui ont des grilles de programmes et qui respectent. Même des grilles de programmes type, ça n'existait pas. Donc, les gens diffusent comme ça les émissions de débat, les téléphones ouverts, et puis voilà. Alors, 2 dernières questions avant de terminer cette émission. D'abord, celle-ci, les gens pensent qu'avec la TNT, on en a fini avec les bouquets. Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, ça va être l'occasion pour de nombreuses chaînes de se mettre ensemble et faire des bouquets. Ça va donner cette possibilité d'avoir des bouquets où ça va être plus grave parce que on risque de devenir comme dans les télécoms. C'est-à-dire, les gens vont arriver à la maison à voir, 3, 4, 5 décodeurs. Parce que je veux avoir toutes les chaînes dont j'ai besoin. Tu veux avoir toutes les chaînes. Or, telle chaîne que tu veux avoir n'est pas... on a déjà ça quand tu es dans les chaînes qui existent. Ils ont des formules. Des formules qui font que, par exemple, il y a une émission que tu aimes, ne se retrouve que dans Évasion. Donc, même si les autres programmes qui sont dans cette formule-là ne vous intéressent pas, vous êtes obligé de prendre. Alors, on va arriver à un moment où, par exemple, moi, j'ai besoin de Congo Web. Congo Web est dans le bouquet et allez. J'appelle ça comme ça. Allez, on va appeler ça comme ça. Les gens qui veulent Congo Web, ils vont être obligés d'aller prendre le bouquet et aller. Pour avoir Congo Web. Pour avoir, par exemple, l'émission Info 7. Donc, je suis obligé d'aller prendre le bouquet et aller parce que j'ai besoin d'Info 7. Tu vois? Donc, je vais me retrouver. Alors, j'ai StarTime, j'ai Canal, j'ai bouquet on aller. On fait pas la pub, hein, monsieur. Non, je fais pas la pub, mais je t'ai dit. Donc, on va avoir panoplie
de décodeurs, comme on n'a pas non plus des appareils, et puis voilà. Donc chaque appareil avec son réseau, on aura chaque décodeur. Avec son bouquet et tout, et puis voilà. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Voilà, il y a eu des appareils avec double SIM. Est-ce qu'au niveau des bouquets, on peut pas arriver à mettre quelque chose de pareil? Là, c'est une idée qu'on lance comme ça. Là, quand on va fabriquer des décodeurs, on va peut-être un double bouquet, qui sait. Oui, ben voilà, ça c'est des formules. Et comme le Congolais a l'imagination, certainement, les gens vont y penser, avoir des décodeurs standards qui prennent toutes les cartes de bouquets. Alors là, c'est un défi qu'on lance à nos frères et sœurs de l'ISTA quand même, je crois, qui sont capables de nous produire. Ouais, nous avons déjà sur nos routes l'expérience de robot roulage. Ouais. Donc on peut le faire. Toute dernière question, parce que là c'est vraiment la fin. Est-ce qu'après la TNT, on peut s'attendre à une autre nouvelle technologie? Parce que là on présente la TNT comme une sorte de finalité, une fin en soi par rapport à la qualité. Est-ce qu'il y a une autre nouvelle technologie qui nous attend après ce passage vers la télévision numérique? Mais autant que vous vivez ça en télécom, c'est parti pour la gloire. Donc en Europe aujourd'hui, on parle pas TNT, on parle pas numérique. Ils sont en avancée, ils sont dans d'autres choses. IPTV peut-être télévision. Oui. Il y a sur le net. Télévision sur le net, il y a plus de trucs, on avance, donc le monde ne va pas s'arrêter avec TNT, donc qui sait, peut-être l'année prochaine déjà, on va parler déjà d'autres formules qu'on va mettre sur pied, et puis voilà. Mais bon, nous c'est vraiment malheureux, c'est la colonisation, je vais dire, parce que est-ce que vraiment nous en Afrique on a besoin de TNT? Je ne pense pas. On était bien avec l'analogique. Et que même on n'a pas encore fini de découvrir tout ce qu'il y a comme avantage, qu'est-ce qu'il y a comme technique dans l'analogique et qu'on nous demande déjà de quitter. Donc c'est dommage, mais voilà. On a signé, donc on doit y aller. Quand il faut y aller. Mais voilà, on fait partie de l'Union. Et puis quand on signe, il faut respecter l'engagement. Bon, et puis voilà. Mais je pense que il faudrait que à l'avenir, on puisse réfléchir 2 fois avant parfois de signer ce genre de décision. Voilà. Parce qu'il y a des pays qui commencent déjà à descendre en cours de route, qui avaient pris des engagements, mais qui aujourd'hui ne veulent plus. Mais qu'est-ce qui leur donne ce droit-là? Puisqu'ils ont signé, par quel mécanisme? On aura peut-être le temps d'en parler dans une prochaine émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. 30 secondes pour votre mot de la fin par rapport à cette migration de l'analogique au numérique. Non, mais j'ai apprécié que le ministre est revenu sur l'arrêté et que il dit qu'il n'y aura pas écran noir. C'est déjà une bonne chose parce que les gens n'ont pas arrêté de nous interroger. Il y en a qui pensaient même déjà qu'ils pouvaient jeter leur télévision et aller dans le commerce et acheter une télévision numérique. Ça n'est pas le cas. Donc ils doivent continuer à regarder leur télévision. Et si ça et là, ils apprennent qu'il y a des décodeurs, ils peuvent acheter. Ça va leur servir. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Je pense même que la mesure d'interdire la vente de télévision analogique n'est pas la bienvenue parce que finalement, si on doit avoir des décodeurs, c'est pour que les gens regardent même avec leur télévision analogique. Mais le gouvernement a pris une décision, il faut respecter. Mais je pense que avec ces dernières déclarations, nous avons avancé. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Madame, messieurs, appelez-nous, écrivez-nous, réagissez. Gardons l'interaction qui existe entre vous et nous dans le cadre de votre émission Un homme, un concept. Je vous dis au revoir et vous retrouve dimanche prochain pour un tout nouveau numéro, toujours dans le cadre de votre émission. Au revoir et à très bientôt.